Versailles. Incarnation de la toute-puissance du roi qui l'a bâti, Louis XIV. En marge de ce somptueux palais se dresse un étonnant village. Marie-Antoinette l'avait fait construire en lisière de son domaine, dans le paradis secret qu'elle s'était créé pour fuir les contraintes de la cour. Elle pensait y trouver le bonheur. Un sentiment interdit pour une reine de France. Après son départ, les lieux ont souffert des ravages de l'histoire et du temps. Le hameau aurait dû disparaître. Mais le rêve de la reine a survécu. Plus de 2 siècles après la Révolution, des artisans d'exception, héritiers d'un savoir-faire ancestral, restaurent l'édifice central, la maison de la reine, pour lui rendre sa splendeur d'origine. Marie-Antoinette transforma Versailles, et Versailles transforma Marie-Antoinette. Le hameau fut sa dernière création. À seulement 3 kilomètres du palais, mais pour Marie-Antoinette, ce fut un voyage de 19 ans. Votre Majesté! Votre Majesté! En ce matin d'automne 1789, Marie-Antoinette apprend qu'une horde de 6000 femmes en colère marche sur le palais pour réclamer du pain. En remontant vers le château, c'est aussi le temps qu'elle remonte. Il n'y a pas si longtemps, la quête du bonheur semblait encore possible, ici, loin de la cour et de la politique. La reine ne le sait pas encore, mais elle vit ses derniers moments à Versailles. Elle se souvient, comme si c'était hier, de cet instant où elle a franchi pour la première fois la grille dorée du château, 19 ans plus tôt. Elle n'avait alors que 14 ans. Elle découvre, intimidée, ce décor bien plus luxueux et plus solennel que celui des palais de Vienne où elle a grandi. Marie-Antoinette vient de quitter son pays et sa famille à contre-cœur pour épouser le dauphin Louis-Auguste, héritier du trône de France, un jeune homme de 15 ans timide et gauche. Ils ne se connaissent pas, mais peu importe. Ils servent de prétexte au vrai mariage. Une alliance politique arrangée par la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice d'Autriche, avec le roi de France. Marie-Thérèse et Louis XV recomposent ainsi l'échiquier de l'Europe. Privée de son cocon familial, la jeune princesse se retrouve seule, plongée dans l'atmosphère glacée de Versailles. Il faut imaginer Marie-Antoinette découvrant Versailles. Elle arrive dans un château qui a plus de 100 ans et dont le décor a lui aussi plus de 100 ans. Imaginez que vous logez chez vos arrière-grands-parents. La décoration n'a pas tellement évolué depuis le temps de Louis XIV. Au cours du siècle précédent, Versailles était l'ultime symbole de la grandeur de la monarchie absolue. Louis XIV avait conçu son palais comme la vitrine de son immense fortune et de son pouvoir sans limite. Marie-Antoinette l'a immédiatement détesté. Versailles est un théâtre où chacun connaît son rôle, excepté la dauphine. Elle en découvre les règles implacables dès le premier soir, lors du cérémonial de la nuit de noces, qui se déroule en public, pour vérifier que le dauphin et la dauphine partagent bien le même lit. Les deux époux vont se retrouver installés dans le lit,
tous les rideaux du lit sont ouverts, toute la cour va défiler avec, vous imaginez, ces deux jeunes gens couchés côte à côte. Après, on va officiellement leur souhaiter bonne nuit, fermer les rideaux. On n'espionne pas vraiment, mais on sait ce qui se passe. Marie-Antoinette est choquée et humiliée. Elle n'a connu que l'étiquette de la cour d'Autriche, qui est beaucoup plus souple. Elle découvre qu'à Versailles, la vie privée n'existe pas pour les membres de la famille royale. Pour Marie-Antoinette, cela signifie qu'elle est entourée du réveil au coucher par tout un cortège de courtisans, dont environ 28 femmes, issues de la haute noblesse et de la bourgeoisie locale, qui sont entièrement à ses petits soins. Les dames d'honneur sont désignées par le roi. Marie-Antoinette n'a pas la liberté de choisir elle-même les personnes à son service. Tous les moments de sa journée sont fixés à l'avance, hein, le lever, la toilette, l'habillement, le dîner, le souper, le coucher, avec des horaires fixés à l'avance, hein, comme des horaires de spectacle. Et ils sont réglés aussi comme de véritables ballets auxquels assistent les courtisans selon leur rang. Et le moment, sans doute, le plus célèbre, parce qu'il a été très bien décrit par Madame Campan, sa femme de chambre, c'est le moment de l'habillement de la reine. Et elle nous décrit une Marie-Antoinette au milieu de cette nuée de courtisans, avec la duchesse qui lui passe la chemise par la manche droite, l'autre par la manche gauche. Cette étiquette, elle en sous-estime l'importance. Et ça, c'est une grave erreur de jugement de sa part. Parce que derrière chaque petit privilège se cache un courtisan. Et donc ce mépris de l'étiquette, peu à peu, va cristalliser d'abord la jalousie, les ressentiments, et puis ensuite la haine. Depuis Vienne, Marie-Thérèse comprend le danger. Cette hostilité au sein de la cour est une menace pour l'Alliance. Marie-Thérèse demande au comte Mercier-Argenteau, qui est son ambassadeur en France, eh bien, de lui rapporter le moindre fait et geste de sa fille par le biais de rapports secrets. L'impératrice adresse aussi à sa fille des lettres l'exhortant à adopter un comportement plus responsable. Ma chère fille, la femme est soumise en tout à son mari et ne doit avoir aucune occupation que de lui plaire et de faire ses volontés. En coulisses, les rumeurs vont bon train dans les kilomètres de couloirs de Versailles. Il se murmure que la dauphine autrichienne dominerait son mari, l'héritier du trône. Insupportable. Marie-Antoinette n'a que faire des commérages de ses courtisans surannés qu'elle juge ennuyeux et trop vieux, à l'image de ses tantes, les deux filles de Louis XV qu'elle surnomme les siècles. Marie-Antoinette, eh bien, qui est une reine sincère, elle va vouloir eh bien, des amitiés sincères. C'est-à-dire qu'elle va vouloir faire prévaloir les sentiments ou la qualité de la personne sur l'ordre de préséance. Et donc, elle va se choisir des amis de son âge, des jeunes gens légers, amusants, qu'on va appeler alors, sa coterie, plus précisément la société de la reine. Tous adorent Paris, où ils s'étourdissent de plaisir et fantaisie loin des rigueurs de Versailles. Leur expédition nocturne favorite est de se rendre au bal masqué de l'Opéra. Un soir de janvier 1774, un jeune étudiant suédois s'approche de Marie-Antoinette. Il ne la reconnaît pas et plaisante avec elle. Pendant quelques instants, elle oublie Versailles et se libère de son rôle de dauphine. Axel de Fersen. Et vous? Venez me voir à Versailles. Axel de Fersen est un personnage particulièrement romantique. C'est un comte suédois, fringant, riche et il est étranger. Il s'intègre donc parfaitement au cercle des amis intimes de Marie-Antoinette. Il écrit dans son journal « Madame la Dauphine me parla longtemps, sans que je la reconnaisse. Enfin, quand elle se fit connaître, tout le monde s'empressa autour d'elle, et elle se retira dans une loge. À 3 heures, je quittai le bal. » Quelques semaines plus tard, Fersen quitte la France. Mais une petite étincelle s'est allumée dans leur cœur. Le 10 mai 1774, Louis XV meurt à Versailles, emporté par la petite vérole.
Un règne décrié de 59 ans s'achève. L'aube d'une nouvelle ère se dessine. Pour 20 millions de Français, tous les espoirs d'un avenir meilleur reposent sur l'avènement du jeune couple royal. Marie-Antoinette a 19 ans, Louis XVI, 20 ans. La jeune reine voit en leur accession au trône la promesse d'une libération. Madame, ma très chère mère, quoique Dieu m'a fait naître dans le rang que j'occupe aujourd'hui, je ne puis m'empêcher d'admirer l'arrangement de la Providence qui m'a choisi pour le plus beau royaume de l'Europe. Marie-Antoinette, elle pense à ce moment-là que son statut de reine va lui permettre de s'affranchir finalement de toutes ses obligations. Et donc, elle va prendre de plus en plus de liberté avec l'étiquette. Mais finalement, ce qu'on pardonnait bien volontiers à la dauphine, on ne va plus le pardonner à la reine, parce qu'à ce moment-là, tout prend un caractère officiel. Son premier acte de reine est de demander à son époux la maison de campagne dont elle rêve depuis si longtemps. Son premier acte de roi est de la lui offrir. Ce sera le Petit Trianon, un petit château situé à 3 km du Grand Palais de Versailles. Marie-Antoinette va faire du Petit Trianon l'arme de son indépendance. Et indépendance, c'est vraiment le maître mot pour Marie-Antoinette. Et elle va immédiatement en faire son domaine exclusif. Même le roi ne s'y rend que sur invitation. Après 4 années passées à Versailles, le Petit Trianon devient le refuge de Marie-Antoinette, où elle peut vivre à sa guise, loin des obligations de la cour. Mais se soustraire au protocole de Versailles n'est pas sans conséquences. Elle joue avec le feu. La petite guerre entre courtisans jaloux les uns des autres se transforme en une animosité entre elle et la vieille cour. Ce qui aura de graves et désastreuses conséquences pour le trône. Le Petit Trianon est un joyau de l'architecture néoclassique. Cette bonbonnière exquise, à l'esprit si féminin, est à l'opposé du gigantisme guindé de Versailles. Mais lorsque Marie-Antoinette l'investit en 1774, elle trouve le château entouré de serres. Il est au beau milieu du jardin botanique de Louis XV. Les serres abritent la plus prestigieuse collection botanique d'Europe, avec plus de 4000 plantes venues du monde entier. Mais cela ennuie prodigieusement Marie-Antoinette. Ce qu'elle veut, c'est un jardin d'agrément pour recevoir ses invités. Le premier réflexe qu'elle aura en héritant de ce domaine, c'est de demander à son jardinier et à son architecte de détruire le jardin botanique de Louis XV. C'est très mal perçu à l'époque, autant par l'architecte d'ailleurs que par le jardinier. Elle va faire démolir les serres d'expérimentation, elle va faire transplanter les plantations rares au Jardin du Roi à Paris, l'ancêtre de notre Jardin des Plantes. Reine moderne, Marie-Antoinette veut suivre la mode des jardins paysagers à l'anglaise. Ils font fureur outre-Manche depuis une trentaine d'années et commencent à se répandre dans les propriétés françaises. Leur agencement irrégulier restitue la nature sous son aspect sauvage, à l'opposé des jardins géométriques à la française créés pour Louis XIV. Le jardin à la française rappelle l'autorité du roi. Le jardin à la française est un jardin de pouvoir, c'est un jardin d'autorité. Dans ce style de jardin, les végétaux sont alignés dans un garde à vous impeccable. Le jardin à la française, c'est un jardin qui est créé par un jardinier architecte. Il veut que la nature se plie à sa volonté. Dans le jardin paysager ou à l'anglaise, eh bien, le concepteur devient poète. Il imagine la nature non pas telle qu'elle est vraiment, mais telle que lui aimerait qu'elle soit. Vous l'aviez souhaité, votre jardin anglais sera... Marie-Antoinette confie le chantier de son jardin à Richard Micke,
le premier architecte du roi, aidé d'Antoine Richard, le jardinier de Trianon. Elle a choisi le plan dessiné par le comte de Caraman, un amateur éclairé dont elle a visité le jardin. Le dessinateur des jardins du roi, Hubert Robert, y apporte sa sensibilité de peintre paysager. Pour les jardins de Trianon, Marie-Antoinette, c'est le commanditaire, mais c'est aussi le maître d'œuvre. Elle s'investit personnellement dans ce nouveau chantier. Elle sait ce qu'elle veut et elle n'hésite pas à faire reprendre 10 fois le profil d'un bosquet ou d'un ornement. Cette pièce-là sera plus vers là-bas, plus petit, effectivement. Rien n'est naturel sur le domaine de Trianon. Marie-Antoinette va faire déplacer des dizaines de milliers de mètres cubes de terre. Elle va créer des volumes, elle va créer des bassins, elle va créer des lacs. On va construire quelques fabriques, c'est-à-dire, fabriques, c'est ces petits éléments d'architecture qui sont destinés à ponctuer un paysage. Et Marie-Antoinette, là, a du génie. L'une des fabriques exceptionnelles est le Temple de l'Amour, une rotonde d'inspiration gréco-romaine dédiée à Cupidon. La mise en scène de ce temple sur une île au milieu de la rivière est absolument un coup de génie. Surplombant un lac artificiel, le belvédère est un pavillon octogonal en pierre de style néoclassique. Avec ses portes et ses fenêtres ouvertes sur le parc, il était le salon de musique d'été de Marie-Antoinette. La lumière vient inonder les murs peints de gracieux motifs d'arabesques et de fleurs qui font délicatement écho au jardin qui l'entoure. C'est cela le style Marie-Antoinette, une très très grande élégance, néoclassique. Très Louis XVI, si l'on peut dire, mais miniature, très fleurie également, beaucoup de fleurs, des guirlandes, etc. Elle fait entrer finalement ce paysage et ce temple de l'amour que l'on voit de ses fenêtres à l'intérieur de la pièce. Et puis inversement, sur les mobiliers, sur les objets d'art, eh bien, sont jetés des motifs décoratifs au naturel, inspirés de la nature environnante. Alors c'est des bleuets sauvages, des tournesols, des pommes de pin. Le chef-d'œuvre, évidemment, c'est le mobilier aux épis de la reine, qui se trouve dans sa chambre au Petit Trianon. C'est Jacob le menuisier. C'est un meuble peint au naturel avec des fleurs de jasmin. Tout est en fait recouvert, et ça c'est le miracle de ce meuble, de la soierie d'origine. Les dépenses extravagantes de Marie-Antoinette scandalisent l'opinion publique, qui l'accuse d'être la cause du déficit de la France. En réalité, ces dépenses ne représentent qu'une infime partie du budget de la maison royale. Mais ces soupçons nuisent à sa réputation. L'aménagement de son domaine est magnifique, mais il lui coûte la sympathie de ses sujets. Alertée par son ambassadeur espion, le comte de Mercy, Marie-Thérèse tente de reprendre le contrôle. Quand deviendrez-vous enfin vous-même? Une souveraine s'avilit en se parant. Et encore plus, si elle pousse cela à des sommes si considérables. Et en quel temps? L'impératrice a d'autant plus de raisons de s'inquiéter que le couple royal n'a toujours pas d'enfant. En 7 ans, le mariage n'a pas encore été consommé. Le seul rôle d'une reine de France, c'est de donner un héritier à la couronne. Et donc, Marie-Thérèse craint que sa fille ne soit répudiée et que finalement, toute la clé de voûte de sa stratégie en France s'écroule. Si le mariage n'est toujours pas consommé, c'est que tout les oppose. Une sorte d'erreur de casting dans cette histoire. Ils s'opposent par leur goût, ils s'opposent par leur nature. Elle est très joviale et il est plutôt mélancolique, même dans leur corps. Lui, c'est un colosse d'1,96 m et elle, eh bien, elle est tout de grâce et de finesse. Les rumeurs se multiplient. Le roi souffrirait d'une anomalie anatomique ou serait intimidé par la personnalité décadente de la reine. Marie-Thérèse prend l'affaire en main et décide d'envoyer sur place son fils, l'empereur Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, pour résoudre la crise.
La question, c'est quand. Une longue discussion avec le roi fait apparaître qu'il souffre d'un défaut majeur d'éducation sexuelle. Joseph II rend son diagnostic à son frère Léopold, la maladresse abyssale du roi est sa seule maladie. Il a des érections fortes, bien conditionnées. Il introduit les membres, reste là sans remuer 2 minutes peut-être, et se retire sans jamais décharger, toujours bandant, et souhaite le bonsoir. Ma sœur, avec cela, a peu de tempérament, et ils sont là 2 francs maladroits ensemble. Je suis dans le bonheur le plus essentiel de toute ma vie. Il y a déjà plus de 8 jours que mon mariage est consommé. L'épreuve a été réitérée, et encore hier plus complètement que la première fois. Je ne crois pas être grosse encore, mais au moins j'ai l'espérance de pouvoir l'être d'un moment à l'autre. Huit mois plus tard, Marie-Antoinette peut enfin annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Elle est enceinte. Au printemps, le jardin de la reine s'éveille sous le regard bienveillant de Cupidon. Elle est heureuse. Et elle reçoit un vieil ami absent depuis 4 ans. De retour en France, Axel de Fersen vient lui présenter ses hommages. Lorsqu'il est parti, elle était une dauphine sans importance. À son retour, elle est devenue reine. Il est toujours aussi beau, elle est toujours aussi belle. Et ils s'aiment toujours beaucoup. Très rapidement, la rumeur court qu'elle est amoureuse de lui. Le jardin est un décor de romance. Le théâtre idéal pour vivre les premiers émois d'une histoire d'amour. À Versailles, les rumeurs vont bon train, disant qu'elle est amoureuse de lui et qu'il est toujours avec elle. Elle a dû penser que s'il disparaissait quelques mois, cela ferait taire tous ses ragots. Elle ne se doutait pas qu'il repartirait pour si longtemps. Il s'engagera pour la guerre d'indépendance américaine et ne reviendra que 3 ans plus tard. Dans son paradis de verdure, la reine vient de tomber amoureuse d'un soldat suédois. Le 19 décembre, c'est l'effervescence dans les couloirs de Versailles. Marie-Antoinette s'apprête à accoucher. Les courtisans se pressent à son chevet. C'est un accouchement en public, parce que dans une monarchie héréditaire, où le pouvoir se transmet par le sang, il fallait s'assurer à tout prix qu'il n'y ait pas substitution du nouveau-né à la naissance. C'est une petite fille, Marie-Thérèse, dite Madame Royale. Ce n'est pas l'héritier attendu. Et l'impératrice presse sa fille d'avoir aussitôt un autre enfant, un garçon cette fois. Un incident providentiel permet à la reine de souffler un peu. 4 mois après cette naissance, Marie-Antoinette tombe malade, elle commence à grelotter, elle a des aftes, etc. Elle a la rougeole. Elle va à Trianon et elle s'entoure de ses gardes-malades un peu particuliers, c'est-à-dire ses favoris qui sont tout enamourés. Et de là vont naître les premières rumeurs d'infidélité. Parce qu'on se dit que finalement ces hommes qui sont seuls avec Marie-Antoinette à Trianon, ce ne sont pas seulement que des amis, c'est peut-être des amis un peu particuliers. Marie-Antoinette fait la sourde oreille. Lorsqu'elle actionne le mécanisme qui ferme son boudoir, elle attise la curiosité et les rumeurs s'affolent. Ce qui va poser problème, c'est la façon dont Marie-Antoinette utilise Trianon. C'est-à-dire qu'elle va se comporter vraiment en châtelaine, donc il faut son autorisation pour y venir. C'est quand même le paradoxe. Versailles est un domaine ouvert à tous les vents, à tous ceux qui peuvent ou qui veulent y rentrer. Il suffit simplement d'avoir une épée et un chapeau. À Trianon, il faut le jeton de la reine. Le jeton de la reine, c'est une pièce que l'on présente au gardien qui vous autorise à pénétrer sur le domaine. Dans l'intimité de son domaine, Marie-Antoinette recrée une cour parallèle à celle de Versailles où l'étiquette est assouplie. Les invités sont choisis par affinité et non suivant leur rang.
En gardant la noblesse à distance, Marie-Antoinette se referme sur elle-même. Pour elle, le monde se réduit à son domaine. Au final, on a une reine qui possède son propre château, qui en plus fait édicter des règlements de par la reine, alors que normalement c'est la prérogative du roi seul. Et la crise, elle provient en fait de cette bicéphalie de la cour. La haute noblesse voue maintenant une véritable haine à Marie-Antoinette et commence à diffuser des ragots obscènes sur la reine et Madame de Polignac. Elles auraient le vice allemand, c'est-à-dire qu'elles entretiendraient une relation lesbienne. Indifférente à ce genre de ragots, Marie-Antoinette les ignore une nouvelle fois, préférant l'intimité de son jardin. Par ce retour à la nature, Marie-Antoinette invente un style vestimentaire qui deviendra la signature du petit Trianon. Il s'agit d'une robe-chemise dite de Gaulle, en coton ou mousseline de couleur blanche, assez déstructurée. Un vêtement simple et confortable. Mais une simple robe, si elle est portée par Marie-Antoinette, peut devenir l'objet d'une controverse. La preuve en est ce tableau d'Élisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste de la reine, présenté au salon de 1783. Normalement, Marie-Antoinette aurait dû porter tous les symboles de la royauté. Une robe d'hermine, un sceptre et une couronne. Mais elle pose dans une robe de Gaulle sans que rien ne mette en évidence son statut de reine. Des tracts disent que Marie-Antoinette ressemble à une servante, une fille de rue qui vend de la limonade dans une taverne. Face à la colère du public, l'artiste doit décrocher son œuvre. On espère que ce tableau apaisera le public français, mais le mal est fait. C'est d'ailleurs paradoxal. Dans les années 1770, en pleine pénurie de farine, les sujets critiquaient Marie-Antoinette pour ses dépenses excessives. Maintenant, le public l'accuse de s'habiller trop simplement, il trouve que c'est indigne d'une reine et que c'est une insulte à l'institution qu'elle est censée représenter. Comme toujours, la reine est détestée, mais imitée. La robe blanche fleurit partout, mais pour la fabriquer, on utilise du coton importé, ce qui entraîne la faillite de l'industrie de la soie. L'industrie de la soie était le fleuron des métiers du luxe en France. Elle fournissait tout Versailles, où les courtisans ne s'habillaient que de soie. Le monde entier portait de la soie française. Mais soudain, des milliers d'emplois sont supprimés. La rumeur se répand que l'Autrichienne veut détruire l'économie française. En 1780, la correspondance hebdomadaire en provenance de Vienne est stoppée net. Marie-Thérèse vient de mourir. Marie-Antoinette ne sera plus espionnée, mais elle perd son mentor. À la fin du deuil, 11 mois plus tard, la reine donne naissance à son deuxième enfant, un fils. Après 11 ans de mariage, la France a enfin son héritier, Louis-Joseph. Cette naissance, finalement, elle sauve Marie-Antoinette, parce que désormais, elle est inattaquable. Elle a rempli son devoir de reine de France. Elle a rempli son devoir de reine, le peuple l'acclame. À 27 ans, sûre de son autorité, elle regarde l'horizon au loin dans son jardin. Cet état de grâce lui inspire un nouveau projet pour embellir son domaine. Comme toujours, elle demande à Richard Mick, son architecte, de le réaliser. Il construira une sorte de décor de théâtre en plein air, dont la scène s'étendra sur plusieurs hectares, formant un village tout entier.
Elle veut donc un village pour qu'elle soit reine de son village. Elle n'a pas envie d'être reine de France, elle veut être reine d'un petit village. Et le domaine de Marie-Antoinette, en fait, représente parfaitement un petit village typique de la région au XVIIIe siècle. Marie-Antoinette voit les choses en grand, c'est-à-dire elle ne se contente pas d'une ou deux chaumières, elle veut un village complet. Majesté, voici à quoi ressemblera le hameau. Et le village complet est aménagé autour d'un étang, une sorte d'amphithéâtre, d'arc de cercle, parce que il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord un nouveau décor pour le jardin. Ah! Les travaux débutent en 1783. Je vous ai dit de prendre les mesures partout, sur tout le chemin. Écoutez, vous faites pas ça avec les tromper. Monsieur Bellechasse, s'il vous plaît. Sa Majesté désirerait déplacer le lit de la rivière. Oui. En fait, Il faudra 3 ans pour achever les 12 constructions. Pourtant, le village n'est guère plus qu'un décor de scène éphémère. 6, 7, 8, 9 et juste là. Là, comme ça. Lorsque Marie-Antoinette demande un village, l'architecte a compris que c'était un rêve. Et donc ce village va ressembler à un rêve. Quand on arrive dans ce village, on est séduit par la simplicité et par la beauté. « 200 ans plus tard, le rêve, que l'on croirait échappé d'un conte de Grimm, déploie son charme rustique à quelques minutes du château de Versailles. Son apparente simplicité n'est qu'une illusion. Ce hameau, en fait, se présente surtout comme une espèce de château, mais un château éclaté en plusieurs constructions. C'est vraiment quelque chose qui repense entièrement la notion d'édifice royal. L'édifice central, la maison de la reine, a souffert de la Révolution, de l'usure du temps et de négligence. Marie-Antoinette n'a profité de son hameau que pendant 3 ans. Après son départ, il est resté abandonné la plupart du temps. Le hameau de la Reine est certainement l'endroit le plus fragile de Versailles, mais également celui qui a bénéficié le moins de soins. Donc je crois qu'il faut bien sûr entretenir ce domaine, mais il faut le faire avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence. C'était un lieu autrefois qui se prêtait à la rêverie. Il faut qu'aujourd'hui on puisse encore s'y perdre, encore y rêver. Aussi éphémère qu'un rêve, le hameau fut bâti sans fondation sur des marécages. Chaque maison est fragile et périssable. Et pourtant, le rêve a survécu. Pour Marie-Antoinette, le printemps 1783 sera celui de l'amour et du bonheur. Fersen revient en France en juin 1783. Une lettre envoyée à sa sœur montre que ses sentiments n'ont pas changé. Il lui écrit « Puisque je ne peux être avec la seule femme à qui je voudrais appartenir, la seule qui m'aime vraiment, je ne veux jamais me marier. » Elle a déjà un fils, elle a donc donné un héritier au trône et a accompli son devoir de reine. C'est alors qu'ils sont devenus amants. Fersen restera près de la reine jusqu'à ce que la Révolution l'emporte, cherchant à tout prix à la sauver, sans y parvenir. Le bonheur semblait à portée de main. Mais le bonheur, lui aussi, est éphémère. Et il fera bientôt, comme eux, partie du passé. Mais le rêve de la reine, son village si souvent menacé de la ruine, a survécu tant bien que mal. S'il est très altéré, c'est qu'il n'a pas été entretenu pratiquement pendant 150 ans.
Ça nous vaut de garder des éléments d'une authenticité admirable. Ça nous vaut une ruine sur laquelle il est absolument nécessaire d'agir, faute de quoi tout disparaîtra. On a la chance d'avoir sur les maisons royales une fantastique documentation. On en connaît le détail des marchés d'entreprise, on a en plus des dessins, on a des plans. Toute restauration est un acte d'archéologie. La maison de la reine témoigne de plusieurs périodes. Restaurée par Napoléon Ier pour son épouse Marie-Louise, puis une nouvelle fois sous Napoléon III pour l'impératrice Eugénie, elle change plusieurs fois de style et d'usage. S'agissant des décors extérieurs, on sait que depuis l'origine, le bâtiment neuf qui était élevé par Mick pour Marie-Antoinette a été peint comme un décor de théâtre pour leur donner, c'est l'expression du temps, un aspect de vétusté. Toute la scénographie du hameau a été conçue pour être vue de l'autre côté de l'étang, c'est-à-dire une vue à une centaine de mètres de certains ouvrages. Il y a des effets visuels qui, pour être perceptibles, doivent être caricaturales et forcés. Richard Mick avait donné la touche finale à ce tableau champêtre en dotant chaque maisonnette d'un petit potager agrémenté de fleurs. Notre objectif principal est de remettre le hameau de la Reine tel qu'il était au moment de sa création, en replantant dans le jardin, à partir des listes que nous avons, les mêmes fleurs ou les mêmes légumes. Ce que j'adorerais, c'est que si un jour Marie-Antoinette revienne et que je sois à côté d'elle, elle puisse me complimenter sur l'entretien de son jardin. Ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'un rêveur puisse avoir l'impression qu'il a fait un retour de 2 siècles dans le temps. En 1785, c'est la naissance de son second fils, le petit Louis-Charles, le futur Louis XVII. Et Marie-Antoinette, c'est véritablement un modèle d'amour maternel. Elle n'hésite pas à témoigner de son affection d'une manière démonstrative et aussi publique. Elle surnomme ses enfants Mousseline, sa fille Madame Sérieuse, ou même le petit Louis-Charles Chou d'amour. Elle joue avec eux à Colin-Maillard ou à la Guerre-Pampan, à 4 pattes, pour dire, sur le tapis. À 30 ans, Marie-Antoinette change radicalement de façon de s'habiller. Elle est mère de jeunes enfants et selon tous les témoignages, elle affiche une beauté toujours radieuse alors qu'elle pense qu'elle décline. Le hameau est devenu le refuge idéal pour les promenades familiales. Contrairement aux usages, Marie-Antoinette tient à élever elle-même ses enfants. Tout de noir habillé, tout de noir habillé. La reine se plaît à reproduire l'ambiance libre et chaleureuse du cadre familial de son enfance. Ou peut-être cherche-t-elle inconsciemment à racheter sa réputation en éduquant le futur roi de France. Monsieur Malbrook est mort, miroton, miroton, miroton. Elle va vouloir leur donner une éducation moderne. Moderne, ça veut dire éclairée. Et elle, qui détestait lire pendant son enfance, eh bien, elle va leur faire lire La Fontaine, Voltaire, Rousseau. Le hameau, il a aussi pour Marie-Antoinette une vertu éducative. Elle tient à leur montrer ce qu'elle croit des réalités de la vie paysanne. Mais le hameau, c'est un décor de théâtre. Pourquoi tu le regardes? C'est parfait. Pour les critiques, la reine est déconnectée des réalités. Éduquer les enfants royaux dans un faux village pauvre est une insulte aux paysans affamés qui vivent dans la misère à quelques mètres d'ici. Marie-Antoinette, que veut-elle au fond? Elle veut être heureuse, elle recherche le bonheur. Mais parce que le bonheur, là aussi, c'est une idée moderne. C'est Rousseau qui développe dans son ouvrage Les Confessions cette idée d'un bonheur complet qui réside dans les petites choses de la vie courante. Un bonheur familial, un bonheur conjugal, un bonheur amical, un bonheur maternel. Mais le problème, c'est que le bonheur, ça n'a jamais été au programme d'une reine de France.
La reine préserve son bonheur familial en restant sourde aux menaces qui grondent et grandissent au dehors. Le peuple réclame du pain. Des membres de l'aristocratie complotent contre l'Autrichienne et son mari indécis. Louis XVI est un roi faible. La monarchie, fragilisée, est en train de s'effondrer. Beaucoup de gens, y compris certains membres de la famille royale, espèrent que Louis XVI et Marie-Antoinette seront destitués et qu'un roi plus fort sera mis en place. C'est alors qu'éclate une affaire qui place la reine sous le feu des projecteurs. Une escroquerie rocambolesque, ce sera l'affaire du collier de la reine, bien que le collier ne lui ait jamais appartenu. C'est le scandale le plus retentissant du règne. Marie-Antoinette n'a rien à se reprocher, mais paie son attitude passée. Les pamphlets se déchaînent, il y a des caricatures extrêmement violentes et on va attaquer non seulement les dépenses de la reine, mais on va aussi attaquer sa vie privée. On va l'accuser d'avoir des relations avec des hommes, avec des femmes, en fait d'être une véritable messaline. Il va y avoir des choses extrêmement violentes d'un point de vue du dessin. Il va y avoir des images carrément pornographiques qui sont diffusées sous le manteau. Il faut bien comprendre que la presse, elle n'est qu'un relais et que ces accusations, elles partent de beaucoup plus haut. Elles partent de la cour et de la famille royale même. C'est Madame Adélaïde, l'une des filles de Louis XV, qui lui trouve ce surnom d'Autrichienne qui ne va pas la quitter jusqu'à l'échafaud. C'est le comte de Provence, son beau-frère, qui émet ouvertement des doutes sur la paternité de Louis XVI. Vous avez vu son train de vie ? C'est scandaleux. Et cette cour qui, chaque jour, s'ingénie à calomnier, à discréditer la reine, eh bien, elle n'imagine pas finalement les conséquences politiques de ce discrédit qui va contribuer à l'anéantir elle-même. En juillet 1786, alors que sa popularité est au plus bas, Marie-Antoinette donne naissance à son dernier enfant, Sophie Béatrice. La petite fille meurt 11 mois plus tard. Les épreuves s'accumulent de plus en plus pour cette mère aimante et à présent, c'est la santé du dauphin qui s'aggrave. Il est atteint d'une tuberculose osseuse qui le fait atrocement souffrir. Un an avant le début de la Révolution, Marie-Antoinette s'installe comme chaque été avec sa famille au Petit Trianon. C'est un séjour morne, sans festivité, et les réalités politiques la rattrapent. Le Petit Trianon, comme le hameau, isole un peu plus Marie-Antoinette de la réalité. Ce qu'elle voit par la fenêtre n'est même pas la réalité, mais est le théâtre de la réalité. Et réfugiée au cœur de son domaine, eh bien, il est vrai qu'elle ne voit pas la révolution idéologique du temps, elle ne voit pas les nouvelles idées portées par les hommes des Lumières, et elle n'entend pas le grondement de la capitale qui se rapproche de Versailles. Lorsque les comptes du Trésor sont publiés pour la première fois au milieu des années 1780, les Français sont choqués de découvrir l'énorme déficit qui grève le budget de la couronne. Alors qu'elle mène une vie bucolique loin des splendeurs de la cour, Marie-Antoinette devient le bouc émissaire d'une opinion publique qui la considère responsable des aléas financiers de la monarchie. Dans la presse, on la surnomme Madame Déficit. Marie-Antoinette commence à réduire le train de vie de sa maison. Les jeux de hasard sont bannis des salons. Elle réduit le train des écuries. Mais ces efforts vont finalement passer inaperçus dans le tumulte général. Et en fait, il est trop tard. Et trop tard, ça va être le mot qui va l'accompagner désormais à chacun de ses efforts. L'indécision du roi aggrave la crise financière. Ses conseillers l'entraînent dans des directions opposées. Le gouvernement plonge dans l'immobilisme. Un vide se forme au sein de la monarchie. Un vide qui va ramener inévitablement Marie-Antoinette au château. La reine a dérogé. C'était ça, la vision que les Français avaient de Marie-Antoinette, c'est qu'elle dérogeait. C'est la reine qui va porter en fait toutes les accusations. Elle est devenue la reine martyre et c'est pour ça que le mythe est né. Parce qu'elle a porté tout sur son dos, beaucoup plus que Louis XVI. Face à l'ampleur de la crise, la reine décide d'agir et pour la première fois, elle se mêle de politique.
Elle pousse Louis XVI à rappeler Jacques Necker, l'ancien ministre des Finances, qu'il avait limogé quelques années plus tôt. Une lettre adressée à l'ambassadeur d'Autriche la trouve résignée mais déterminée. Je viens d'écrire 3 lignes à Monsieur Necker pour le faire venir demain ici. Il n'y a plus à hésiter. Si demain il peut se mettre à la besogne, c'est le mieux. Elle est bien urgente. Je tremble. Passez-moi cette faiblesse de ce que c'est moi qui le fais revenir. Mon sort est de porter malheur. Et si des machinations infernales le font encore manquer, ou qu'il fasse reculer l'autorité du roi, on m'en détestera davantage. Necker ne fera pas de miracle. En mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux, espérant que les 3 ordres de la société se prononceront pour l'égalité de tous devant l'impôt. Mais la révolution est déjà dans tous les esprits. Un mois après l'ouverture des États généraux, un nouveau drame personnel se conjugue à la crise politique. Dans la nuit du 3 juin 1789, le dauphin Louis-Joseph, âgé de 7 ans, meurt. Marie-Antoinette est dévastée. Louis XVI est incapable pour un temps d'assumer son rôle, mais les députés n'ont aucune empathie pour la douleur du roi. Si une seule fois, le roi a pu renier sa parole et rendre visite à l'improviste à la reine dans son domaine, il a peut-être choisi ce moment, le moment où se dessinaient les contours de leur tragique destin. C'est le dernier jour de Marie-Antoinette à Versailles. Elle ne reverra jamais son refuge secret. 19 ans après son arrivée, elle fait à nouveau face au palais. Elle ne l'a jamais conquis et n'a jamais pu s'en échapper. De sa famille, seule Madame Royale a survécu à la Révolution. Richard Micke fut guillotiné, Axel de Fersen fut battu à mort par une foule déchaînée en Suède. Et le hameau fut sauvé par le jardinier de la reine, Antoine Richard, loyal jusqu'au bout. Quant à la maison de la reine, elle a attendu durant plus de 2 siècles cette rénovation qui lui a enfin rendu sa splendeur d'origine.
Ce moment de grâce dans l'histoire de Marie-Antoinette et Versailles, deux destins, comme une histoire sans fin, à jamais liés.